Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation dans le cadre des rendez-vous agroalimentaires du Bas-Saint-Laurent. Je me présente, Martin Malenfant, conseiller en économie et gestion à la direction régionale du MAPAC Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation intitulée Outils de gestion gratuits et pratico-pratiques. Ceux-ci ont été développés par des conseillers en économie et gestion du MAPAC en collaboration avec divers partenaires. Le premier outil présenté s'appelle Budget de trésorerie et de gestion. C'est un outil qui a été développé à partir du modèle utilisé dans le cadre du cours Budget et financement que je donnais lorsque j'étais enseignant au Cégep de Matane en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Ça devrait rappeler des souvenirs à mes anciens étudiants. Commençons par une petite définition. Un budget de trésorerie, c'est un des outils de gestion financière qui permet de prévoir les entrées et les sorties d'argent d'une activité sur une période donnée, d'anticiper les difficultés financières que peut rencontrer l'entreprise, telles que une crise de liquidité, cessation de paiement, et donc de prendre des mesures correctives en cas d'alerte. Au niveau des étapes de saisie, il y a trois étapes à faire. Donc, la première, on commence par saisir le nom de l'entreprise, la production et l'année. Ensuite, on vient saisir à partir d'un menu déroulant le mois de départ de notre année financière, comme par exemple ici, c'est le mois de janvier, et tous les autres mois vont s'ajuster automatiquement. Ensuite, on va saisir le solde bancaire début de notre relevé de caisse et ainsi que la marge de crédit qu'on avait, par exemple dans notre cas, au 1er janvier. Ensuite, on va venir ajuster le taux d'intérêt qui va être utilisé pour calculer les intérêts si on utilise notre marge de crédit. Donc, si on prend les flèches de gauche ici, on va faire monter ici, exemple, 7, 8, 9 et la colonne de droite va permettre d'ajouter une décimale à notre pourcentage. La saisie du budget annuel en soi, donc on va séparer ici en 3 blocs. Dans le premier bloc, on va venir saisir les recettes de notre charte de compte qu'on retrouve dans nos produits, comme par exemple les ventes d'agneaux de lait légers, lourds, ventes de céréales, compensation ASRA. Comme par exemple ici, moi je n'ai juste mis un, vente d'agneau lourd, et on vient saisir dans la colonne en noir ici le total qu'on retrouverait dans un budget annuel. Dans mon cas, j'ai décidé que c'était 120 000 de vente pour l'année. De la même façon, dans le bloc 2, on va venir saisir les déboursés de notre charte. Donc, dans les déboursés, j'ai regroupé ça, moi, dans dépenses globales avec 84 000 pour l'année. Dans ça, qu'est-ce qu'on retrouverait, par exemple, des semences, engrais, pesticides, le chaud, entretien, électricité. OK? Donc, on vient compléter ça. Et dans notre bloc numéro 3, on va venir saisir les ventes d'actifs. Donc, ensuite, les nouveaux emprunts qui amènent des liquidités, mais qui vont ressortir rapidement avec les achats d'actifs qu'on retrouve ici. Ensuite, on va avoir l'apport des propriétaires. Donc, ça, c'est de l'argent qui provient de l'extérieur de l'entreprise, comme par exemple Martin Malenfant qui travaille au ministère de l'Agriculture, qui aurait une entreprise qui prendrait une partie de son salaire du MAPAC pour investir dans son entreprise agricole. On va ajouter à ça nos remboursements de capital, les retraits des propriétaires et comme tantôt je vous disais, les intérêts sur la marge de crédit vont se calculer, eux autres, c'est en gris, donc on n'y touche pas. Donc, ça va se calculer automatiquement à partir du taux qu'on avait utilisé tantôt. Donc, ici, ce qui est important à retenir, on saisit nos entrées, nos sorties d'argent et on met les montants dans ce qui est en colonne en noir. La prochaine étape, et non la moindre, c'est la répartition sur 12 mois. Au fond, de la façon que ça fonctionne, il faut répartir nos recettes. Donc, moi, ce que j'avais, tantôt, on avait saisi 120 000, je l'ai réparti sur mes 12 mois. S'il y a une coupure ici, c'est simplement pour que ça puisse rentrer dans ma page. Donc, si vous remarquez, j'ai bien réparti mon 120 000. J'ai mon test de validation ici qui me dit que mon total que j'avais saisi a bien été réparti. Si la répartition est non équilibrée, donc ici, mettons, au niveau de ma vente d'agneaux, au lieu d'avoir 120 000, on voit qu'ici, en décembre, j'ai marqué 9 999 au lieu de 10 000. Donc, on voit ici que la validation devient en rouge et ça me dit il me manque $1 pour balancer par rapport à mon budget annuel. C'est une façon de s'assurer
que la répartition a été bien faite. Il est important de tenir compte des moments dans l'année où l'argent va entrer ou sortir, comme par exemple au niveau de l'ASRA, les compensations et cotisations varient. L'assurance récolte, vous recevez un avis de cotisation et vous avez environ un mois pour payer. Le carburant, par exemple, si on prend cet item-là, va être utilisé beaucoup entre mai et octobre. Les semences sont souvent achetées en hiver, donc il faut vraiment tenir compte de ce qu'on a comme situation. Il y a des outils qui existent aussi pour nous aider un petit peu, par exemple au niveau de la financière. Lorsqu'on est assuré à l'ASRA, on peut utiliser les sources d'informations disponibles sur leur site. On peut voir par exemple ici le calendrier des paiements en haut, donc juillet, janvier et mai pour le paiement final en production ovine. Et j'ai ma cotisation ici qu'on peut voir qui se prendrait en juillet. Donc, ça peut nous aider aussi à compléter notre tableau. L'aspect visuel du budget, à quoi ça peut ressembler? Donc, on peut voir qu'on a 4 blocs. Dans le premier bloc, ici, on voit que ce sont nos recettes d'exploitation qui vont nous permettre de voir les entrées d'argent et à quel moment elles ont lieu. Donc, moi, dans mon cas, pour le premier, c'est simple, c'était une seule entrée d'argent des ventes d'agneaux lourds réparties. Et vous voyez, les totaux à chaque mois se sont inscrits ici et je balance à l'extrême droit. Au niveau des déboursés, c'est le même principe. Donc, va nous permettre de voir à quel moment les sorties d'argent ont lieu. Donc, je balance encore. Et on arrive ensuite à ma marge d'exploitation. Comme vous pouvez le constater, présentement, elle est verte. Donc, ça veut dire que j'ai eu une marge d'exploitation positive à chaque mois. S'il y avait eu une marge d'exploitation négative, au lieu d'être en vert, ça aurait été en rouge. Dans mon troisième bloc, comme on peut constater, ce que j'ai fait, j'ai eu des remboursements d'intérêts moyen-long terme, j'ai eu des remboursements de capital de 12 000 et j'ai eu un petit coût de vie de 8 000 $ répartis sur 12 mois. On peut voir que ma marge monétaire, donc j'avais 3 000 moins ces montants-là, et on peut calculer ici, est en vert, donc elle est toujours positive. Comme vous pouvez le constater, j'ai un peu d'intérêt sur ma marge de crédit d'utiliser ici. Pourquoi que ça s'est calculé? C'est que j'ai mis une marge de crédit utilisée de 5 000 $ au 1er janvier. Donc, l'outil, de la façon qui est calculé, lui, il a dit, j'ai 5 000 $, donc je viens calculer des intérêts sur ce montant-là. Mais j'avais un solde aussi qui était positif. Donc, l'outil, lui, il dit, j'ai de l'argent, aussitôt que j'en ai de disponible, je rembourse ma marge de crédit. C'est pour ça que j'ai commencé au début du mois à 5 000 et j'ai fini à 4 205. Et au mois suivant, j'avais encore de la disponibilité. Donc, à chaque fois, j'ai baissé sur ma marge de crédit pour en arriver au mois de juillet à un solde positif. Donc, j'ai sorti de la marge de crédit et je suis rendu avec un solde positif, donc en vert, pour l'encaisse. Et tant que j'étais sur ma marge de crédit, elle était en rouge. Le but étant, d'un point de vue visuel, que vous ayez une idée rapidement de la situation de votre entreprise. Il y a un autre onglet qu'on a ajouté qui est parce que plusieurs institutions financières demandent un suivi, particulièrement en période de démarrage ou lorsque la situation financière est peut-être un peu plus précaire. L'onglet Réaliser que vous voyez ici présentement sert à concrétiser cette étape. Les comptes de recettes et déboursés se reportent automatiquement. Donc là, vous les avez saisis sur l'autre page. Donc, nous autres, dans notre compte, on avait juste vente d'agneaux lourds et dépenses globales. Ils se reportent automatiquement ici. Et mes totaux, vous aviez inscrits dans la colonne en noir, viennent se reporter aussi automatiquement. L'onglet Réaliser permet aux producteurs de réagir face à une situation non désirée. Par exemple, après 3 mois, comme ici, dans ma situation, on peut voir, j'ai 25 de mes recettes qui sont rentrées après 3 mois et j'ai 25 de mes dépenses globales de rentrée. Mais ça nous permet aussi de voir si, par exemple, si on arrivait à la conclusion qu'ici, qu'au lieu d'avoir 25 après 3 mois, j'avais 75 de mes dépenses de fait après 3 mois. Donc, ça permettrait à l'entreprise de dire, oups, là, il se passe de quoi, il faut réagir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de mes prévisions ou de ce qui se passe sur l'entreprise. Donc, il y a un ajustement à faire.
On a ajouté aussi un onglet emprunt. Dans cet onglet-là, au fond, qu'est-ce qu'on retrouve? On va avoir ici, dans un premier bloc, la saisie, donc la somme empruntée, le taux d'intérêt et le nombre d'années. On va venir aussi choisir la période. Donc, est-ce que c'est un prêt qui débute donc à l'année 1 ou c'est un vieux prêt qui existe? On était rendu, par exemple, à l'année 5 pour faire les paiements. On va arriver ensuite au bloc numéro 3 ici. Ça se calcule tout automatiquement. Donc, il représente les détails des remboursements de capital et intérêts moyen-long terme qu'on peut reporter ensuite dans le budget de trésorerie aux lignes 66 et 68. On a deux types de calculs au niveau de notre onglet emprunt. Dans le cas ici, ce qu'on voit, c'est au fond une fréquence de capitalisation qui est mensuelle et vous avez par la suite un autre où la fréquence de capitalisation est semestrielle. C'est à vérifier avec votre institution financière lequel ils vont utiliser. Plus l'information saisie sera précise, plus le résultat obtenu sera fiable et permettra d'orienter les décisions de l'entreprise. Le prochain outil que je vais vous présenter, c'est un outil qui s'appelle Calcul du coût de production, qui a été développé par M. Frank Gea, conseiller en économie et gestion en Outaouais, en collaboration avec le CECPA, donc le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, ainsi que les producteurs de grains du Québec. Quelques informations générales. Donc, c'est un chiffrier Excel. Il permet de calculer le coût de production de 5 productions à la fois. Donc, les productions végétales, on a par exemple avoine, orge, blé, canola. Et les productions animales, donc agneaux, veaux d'embauche. Il comprend deux principales sections, soit le formulaire de saisie et le coût de production proprement dit. Le coût de production, c'est quoi? C'est le coût d'une unité de produit agricole. Donc, par exemple, une tonne d'orge, une tonne d'avoine. Le coût de production est exprimé de différentes façons, soit en dollars par hectare, dollars la tonne, en dollars par 100 kilos vendus ou en dollars par 100 livres vendus. C'est des exemples. Le prix cible ou notre coût de production. Donc, on voit que le coût de production englobe tous les coûts liés à la production d'une unité de denrées agricoles. On retrouve les frais variables. Les frais variables, c'est les frais qui tendent à varier avec le volume de production. Par exemple, les semences, les engrais, la moulée. Les frais fixes, eux, c'est les frais qui ne changent pas ou peu lorsque les ventes ou le volume de production augmentent ou diminuent. Par exemple, les assurances, les cotisations, le téléphone. On a aussi nos frais non monétaires, la rémunération de l'exploitant, par exemple. Au niveau de l'outil, on utilise le modèle FADQ, donc la financière. Donc, il faut avoir au moins 20 des parts et une personne qui fait au moins 2000 heures par année est considérée comme une personne à temps plein. La rémunération de l'avoir du propriétaire est rémunérée selon le taux des obligations du Québec à échéance de 10 ans. Il était 2,75 au moment de la conception du fichier. Et les amortissements, donc c'est la perte de valeur déductible de certains biens comme la machinerie, les équipements et les bâtiments. Ce qui est important, frais variables fixes, des argents, on va dire, réels, alors que des frais monétaires, alors que les frais non monétaires, rémunération, l'avoir de l'exploitant et les amortissements. Le prix minimum, lui, la seule différence au fond, c'est qu'on avait des frais non monétaires, on les remplace par les remboursements de capital et les retraits des propriétaires. Le prix minimum, ce qui veut dire au fond, c'est que si notre prix qu'on reçoit pour un produit se situe sous ce prix minimum-là, on perd de l'argent. Pour vous donner une idée sous forme de graphique, ça c'est le prix du maïs qu'on peut voir ici. Donc ici, si mon prix se situe ici au-dessus de mon prix cible, donc je rémunère mes charges variables, mes charges fixes, ainsi que mes frais non monétaires. Si mon prix se situe ici, mettons, il se situerait entre le prix cible et le prix minimum, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que je couvre mes charges variables et mes charges fixes, mais je ne couvre pas nécessairement mes amortissements, ma rémunération de l'avoir et la rémunération de l'exploitant. Et comme j'ai dit tantôt, si je me situe sous le prix minimum, là, on a un problème parce qu'on va engendrer des pertes financières.
Quelques informations de base pour l'utilisation de l'outil. Dans le formulaire de saisie, il faut d'abord fournir 3 informations de base, soit les cultures, les principales productions, c'est des menus déroulants, donc on choisit celles qui nous intéressent. Donc moi, j'ai choisi orge, avoine et blé animal. Les superficies ou le nombre d'animaux vendus. Donc ici, donc 10, 10, 10, j'ai mis ça le plus simple possible, ainsi que le rendement. Sauf que si j'étais en production animale, par contre, ça serait le poids moyen des animaux vendus, soit en kilos ou en livres. Si on utilise seulement les 3 données qu'on vient de voir, on obtient un coût de production basé sur la plus récente étude concernant les coûts de production du CECPA. Donc, on a notre prix cible qu'on va retrouver ici et notre prix minimum qu'on retrouve ici. Le degré de précision ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'au fond, on est à 0% parce qu'au fond, on a fourni seulement 3 données et le reste des informations financières proviennent toutes de l'étude de coût de production du CECPA. Le formulaire de saisie, à quoi ça ressemble? Donc, on a la partie frais monétaires et non monétaires. Donc, au niveau des frais monétaires, nos charges variables, j'en ai juste mis quelques-unes. Donc, semences, fertilisants, chaulage, vous venez marquer le total ici. Nos frais fixes, on vient aussi écrire le total, donc entretien de bâtiment, assurance, taxes foncières et autres. On va avoir aussi des informations pour trouver notre prix minimum ici. Donc, on a besoin du retrait des propriétaires et les versements de capital. Et pour trouver notre prix cible, on avait 3 informations qu'on avait besoin. Donc, nos amortissements, le nombre d'exploitants propriétaires. Vous voyez qu'il y a un bouton avec un point d'interrogation qui vous aide à comprendre le chiffre que vous allez mettre ici, ainsi que l'avoir des propriétaires, toujours avec un bouton permettant d'aller chercher des informations. Si le formulaire de saisie est partiellement rempli, vous obtenez un coût de production qui, cette fois, est le vôtre en partie. Comme dans cet exemple-là, mes charges variables, je les avais complétées à 43 % puis mes charges fixes à 80 %. Donc, ça me dit, le reste des données qui me manquent, c'est celle du CECPA. Donc, j'améliore toujours mon coût de production. Il s'en vient de plus en plus précis, mais il en manque encore un peu. Donc, maintenant, si le formulaire de saisie est totalement complété, donc les blocs qu'on avait constatés en deux, vous obtenez un coût de production qui est le vôtre, mais, car il y a un petit mais, le taux de répartition utilisé, c'est toujours celui du CECPA. Qu'est-ce que j'entends par taux de répartition? C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, la répartition, c'est celles utilisées par le CECPA. Au fond, pour le rendre encore plus précis, on vient utiliser, on coche répartition manuelle et vous venez l'adapter à votre situation pour votre entreprise. Donc, vous pouvez appliquer le pourcentage qui représente la réalité de votre entreprise, ce qui peut varier pour diverses raisons des données du CECPA. Dans notre exemple, l'avoine a reçu plus de chaux que l'orge et le blé, ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas dans les budgets du CECPA. Une fois qu'on a saisi ça, ce qu'on veut, c'est qu'il existe un tableau synthèse. Donc, ici, le rendement de référence, c'est les données de référence de la zone qui proviennent de la financière agricole. Donc, au fond, je suis allé chercher la station météo dans mon cas de Matane. Donc, le rendement réel, donc c'est ce que vous retrouvez ici, le 2.2. Le 3.1 ici, c'est le rendement réel que j'ai utilisé dans mon budget. Et le 3.01, c'est la donnée moyenne du CECPA. Donc, vous avez ici présentement les charges variables, donc du producteur et la moyenne du CECPA pour les charges variables et charges fixes. Il y a une demande que j'ai faite puis qui va être, lorsqu'il va y avoir la prochaine mise à jour, au fond, ici, on va éclater les cellules pour les charges variables et les charges fixes. Le but, on peut pouvoir se comparer avec les données du CECPA. Et là, présentement, on a juste comme le total. Il faut aller chercher en version, par exemple, papier ou sur un autre fichier à côté, les données. Donc, on va les avoir directement à côté ici, une en dessous de l'autre, pour se comparer, puis on va avoir plus de détails. Le but d'un coût de production, c'est voir c'est où nos forces, nos faiblesses.
Donc, en conclusion, c'est tout pour cet outil. Différentes options possibles. Utilisez les données du CA-CPA pour votre coût de production ou bien, ce qui est souhaité, personnaliser vos résultats avec plus de précision. C'est selon votre choix, votre temps et vos besoins. Un troisième outil, c'est le calculateur de coûts d'utilisation de la machinerie. C'est un outil qui a été développé par M. Olivier Marois-Mingui, conseiller en économie et gestion en Montérégie-Ouest. Combien ça peut coûter faire 1 hectare de labour? Les coûts à forfait sont-ils réalistes? Voici un outil qui vous aide à répondre à ces questions. Cet outil permet d'évaluer rapidement le coût des activités agricoles, notamment lorsqu'il n'y a aucune référence pour un système défini. Il est adaptable aux situations qu'on peut observer et il permet de compartimenter les différentes composantes du coût d'utilisation de la machinerie. Vous avez peut-être déjà vu justement cet outil dans les références économiques, ce qui s'appelle coût d'utilisation et taux à forfait suggéré, c'est l'HDEC 740-825. Donc, souvent, mettons, on dit combien je peux charger, mettons, pour faire du labour dans du sable, dépendamment du nombre de versoirs, etc. Donc, c'est un outil qui existe sur le site du CRAC, donc dans les références économiques, qui me permet d'avoir, mettons, un coût à l'heure, un coût à l'hectare pour une situation précise, donc nombre de versoirs, etc. Et une utilisation de tracteur, il y a quelqu'un d'attitré à ce tracteur-là. Donc, l'outil permet au fond de répondre à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à saisir comme information? Donc, là où il y a des cases bleues, ce sont elles qui devront être complétées. J'ai choisi un exemple qui est justement au niveau déjà installé dans l'outil. Donc, par exemple, si je veux faire du labour, donc j'ai utilisé un tracteur, par exemple, 230 forces, donc c'est écrit labour, on aurait peut-être dû mettre charrue. Donc, après ça, dans les données à saisir, on aurait le prix d'achat. Par exemple, mon tracteur, je l'ai mis à 200 000, ma charrue à 35 000. Ma période d'utilisation, j'ai décidé que mon tracteur pouvait faire 12 ans, ma charrue 10 ans. Il calcule tout seul la valeur résiduelle et il va me demander par la suite l'usage annuel. Donc, dans mon cas, j'ai dit que mon tracteur fait environ 500 heures par année et ma charrue, une centaine d'heures. Donc, il y a un autre calcul qui va se faire tout seul lorsqu'il n'est pas en bleu. Ensuite, on va me demander par rapport à mon tracteur, ma consommation de carburant, le prix du carburant, le salaire du conducteur. Donc, dans mon cas ici, je décidais que c'était 20 de l'heure. On va me demander l'intérêt ou le coût d'opportunité. Donc, dans mon cas, j'ai choisi 3 %. Et on va me demander par rapport à ma charrue, c'est quoi ma vitesse du travail? C'est quoi la largeur de travail et l'efficacité au champ pour en aboutir à mon efficacité nombre d'hectares à l'heure. Dans mon cas, on arrive à 1,51 hectares à l'heure. Une grosse question qui doit vous venir lorsque vous m'entendez dire ça, c'est à quel endroit on trouve des informations telles que la consommation de carburant, la vitesse de travail, largeur de travail, puis l'efficacité au champ. Encore là, dans les références économiques, il existe un outil qui s'appelle Données techniques, l'HDEC 740, qui me permet, comme par exemple, tantôt je parlais de labour dans du sable, qui me donne ma largeur de travail. Exemple, si j'ai un 5 versoirs, 6 versoirs. Donc, j'ai ici ma largeur de travail, ma vitesse retenue en moyenne, l'efficacité au champ, la capacité effective, la puissance suggérée du tracteur et la consommation de carburant. On peut aussi, ce feuillet-là coûte, selon ce que j'ai vu dernièrement, environ 30 $. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'on pouvait utiliser aussi les tests du Nebraska. Je ne les connais pas, donc ceux-là, je n'insisterai pas davantage. Donc, une fois qu'on a saisi en bleu, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir nos coûts fixes. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, on a les remboursements de capital, les autres coûts. On arrive à un coût annuel pour le tracteur de 19 400 et
un coût annuel de 3 700 et il nous ramène ça à l'heure ici à 38,91 et 37,54. Ça vient de où ça? Au fond, c'est mon 19 456 divisé par, mon tracteur, on avait dit une utilisation annuelle de 500 heures, c'est ce qui me donne mon 38. Et dans le cas de ma charrue, c'est mon 3 754 divisé par 100 heures qui me donne mon 37,54. Si on continue, ensuite, on va avoir les coûts variables. On arrive au niveau des coûts variables avec des coûts de 58,80 pour le tracteur et de 4,90 pour la charrue, pour un coût horaire total de 97,71 pour le tracteur et 42 et 44 pour ma charrue. On ramène le tout ensemble parce qu'au fond, c'est les deux qu'on veut savoir. Donc, on arrive à notre 140 et 16. Si on ramène ça à l'hectare, on arrive à un coût à l'hectare de 92 et 58. Gros point d'interrogation, pourquoi 92 et 58 à l'hectare alors qu'à l'heure, ça donnait 140? Si vous vous souvenez, tantôt, on avait dit que l'efficacité du travail était de 1,51 hectares à l'heure. Donc, si je prends mon 140 divisé par 1,51, c'est ce qui va me donner mon 92 et 58. Donc, ça me permet de voir qu'est-ce que ça me coûte pour faire mon labour par hectare. On a aussi, par la suite, en lien avec cet outil-là, une table de sensibilité selon la vitesse de travail et l'utilisation annuelle. On a trouvé qu'on arrivait à un coût à l'hectare de 92 et 58 et on disait que notre vitesse de travail était à 6,5 km/h et mon usage annuel de 100 heures. Donc, mon 92 et 58, je le ramène dans le tableau. On le retrouve ici, qui est arrondi à 93. Dans la colonne de gauche, on a ma vitesse du travail à 6,5 et on voit mon nombre d'heures ici qui est de 100 heures. Donc, on peut constater que si je fais mon utilisation augmenter, ça va venir diminuer mon coût. Et de la même façon, si, mettons, je fais le travail un peu plus rapidement, ça va diminuer mes coûts. Mais si je vais un petit peu moins vite, j'ai un tracteur peut-être un peu moins performant, bien, ça va me coûter un peu plus cher à l'hectare. Ça se calcule tout seul automatiquement, ces calculs-là. J'ai aussi le seuil de rentabilité. Par défaut, je vais vous donner une petite définition. Un seuil de rentabilité, ça correspond au niveau d'activité minimum à partir duquel l'activité d'une entreprise devient rentable. Donc, dans mon cas ici, si on regarde, mettons que je chargerais 100 $ par hectare. Donc, moi, il faut que je fasse au moins, avec la situation qu'on a utilisée, il faudrait que je fasse au moins 65 hectares pour atteindre mon seuil de rentabilité. En conclusion, quelques données à saisir qui permettent d'avoir une information très pertinente pour l'entreprise. C'est un outil très pratique lorsqu'on fait du forfait ou que l'on fait faire du forfait. Il existe d'autres outils aussi sur le site AgriRéseau dans la section économie et gestion. Donc, celui-ci, c'est le délai de récupération pour les améliorations foncières en considérant la rotation des cultures. Donc, c'est un outil de calculer le délai de récupération. Vous avez quelques données à saisir, capital investi, durée de vie utile, la rémunération du capital, l'entretien. Et ici, en 2, le gain ou la perte associée. Il y a un menu déroulant qui est ici pour la culture. La variation anticipée de rendement. Donc, par exemple, si j'ai fait un drainage, est-ce que je peux anticiper que mes rendements vont augmenter un peu? Et ça va me sortir en combien d'années que ça va me prendre pour aller chercher mon délai de récupération, donc pour rentabiliser mon investissement. Il y a un autre outil aussi que vous pouvez retrouver sur le site toujours du réseau AgriRéseau dans la section économie et gestion, qui est l'agro-calculateur de coût de revient. Cet outil-là a été présenté au conseiller en gestion de Bas-Saint-Laurent au mois de février dernier par le formateur qui est M. Martin Auger, qui est le spécialiste dans le domaine. Avec cet outil-là, au fond, ça nous permet de trouver notre coût de revient de différents produits. On fonctionne, par exemple, en identifier vos activités de production et vos circuits de vente. Donc, dans mon exemple ici, c'était la production de fraises, la production de confitures. Et il faut saisir aussi nos circuits de vente. Donc, je vais, par exemple, vendre à la ferme, de l'autocueillette, marché public et l'épicerie.
Et on a par la suite, on classe nos revenus et nos dépenses. Donc, exemple, dans ce cas-là, si j'ai d'autres productions, selon la catégorie, je la répartis. On va documenter nos différentes recettes. Donc, c'est quoi mes matières premières? La quantité, le nombre d'unités produites, l'emballage, la main-d'œuvre dont j'ai eu besoin pour les compléter. Et on va arriver, on va sortir notre coût de revient selon les différents systèmes, comme par exemple confiture de fraises, 250 ml, 500 ml. Et ça va nous permettre après ça de sortir la rentabilité par activité, la rentabilité de chaque produit. C'est un outil qui est très pratique, qui demande des saisies, mais comme je vous dis, si vous avez besoin d'aide, les conseillers en gestion au Bas-Saint-Laurent ont suivi la formation et ils peuvent vous accompagner. Il y a des outils à venir aussi. Donc, en comptabilité, on sait qu'il existe des outils tels que SIGA Finance, AG Expert, Simple Comptable, etc. Parfois, certaines entreprises trouvent ces outils un peu dispendieux, comme par exemple des petites entreprises en démarrage que pour eux, ça peut être un investissement qu'ils trouvent un peu dispendieux. Donc, on a reçu une demande pour créer des outils Excel. Le fonctionnement donc on a des données de départ à saisir, des saisies de transactions, donc en format débit égale crédit. L'outil Excel va vous dire si votre débit égale crédit. Donc, si vous ne balancez pas, l'outil va vous avertir. Ce que l'outil apporte comme information, il va avoir une balance de vérification, un état des résultats, un bilan et quelques ratios financiers et indicateurs facilement transférables à des comptables puisque c'est un outil Excel. Présentement, on a travaillé sur la production ovine. Stéphanie Landry avait insisté beaucoup pour qu'on travaille sur cet outil-là pour sa production préférée. Donc, c'est rendu présentement au service des communications du ministère de l'Agriculture pour approbation. Aussitôt qu'il va être disponible, il va être déposé sur le site AgriRéseau et il va être disponible à tous et ainsi que sur le site du MAPAC. Aussi, à partir de cet outil-là, on va l'adapter pour notre prochaine étape qui va être des productions maraîchères. Donc, on a eu quand même beaucoup de démarrage en production maraîchère et on a eu une demande aussi pour adapter l'outil Excel à cette production-là. Par la suite, on veut aller faire le veau d'embauche et d'autres productions, là, dépendamment là, des demandes qui viendront. Donc, j'espère que ces outils présentés aujourd'hui vous seront utiles pour vos entreprises ou dans le cadre de votre travail pour les conseiller. Comme vous avez pu voir, il existe plusieurs outils et d'autres vont s'ajouter sous peu. Prenez le temps de les consulter afin de voir ce qu'ils peuvent vous apporter. Donc, je vous remercie de votre attention et au revoir.